Bienvenue sur la chaîne Pièces de Radio Complet. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les épisodes prochains. Parle. 6 assassinats en 6 jours. Voilà les données du problème que mon oncle Nick eut un jour à résoudre. Et où se commettaient ces crimes? À Paris, pendant l'exposition universelle de 1900. Avides de tout voir et de tout connaître, Nick et sa chérie Ida avaient quitté New York et traversé la mare O'Haran pour venir visiter l'exposition. Et ce soir-là, un samedi, ils dînaient tous deux au restaurant Périgourdin avec Monsieur Vivier, le bras droit du préfet de police, Monsieur Lépine. Patron, un Beaujolais, s'il vous plaît. Ah, ce point de vue sur la Seine et le pont Alexandre III est magnifique. Ce pont est tout neuf, chère mademoiselle. Ah oui? Il a été inauguré hier par le président Loubet. Ah! Ainsi que le grand et le petit palais que vous voyez là, sur la rive droite. Ces deux palais sont de toute beauté, n'est-ce pas? On dirait un gros chien couché près d'un petit. Cher monsieur Vivier, je ne reconnais plus Paris. Moi non plus. Vous étiez déjà venu? Oui, j'y ai passé 2 ans autrefois pour travailler le français. Et moi, 3. J'étais correspondante du New York Herald. Ah, voilà pourquoi vous parlez si couramment et sans accent. Voilà. Mais quels sont ces roulements et ces cris? Une nouvelle attraction qui nous vient d'Amérique, le railway. Le railway? Les amateurs de sensations fortes s'assoient dans des wagonnets qui descendent à 100 à l'heure sur les rails à la verticale. Ils sont morts de peur, leur triple leur remonte dans la gorge, ils souffrent le martyre et ils en redemandent. Écoutez-moi ça. Mais dites-moi, cette exposition doit vous obliger à un service d'ordre considérable. Ah, ne m'en parlez pas, nous sommes sur les dents. Si au moins pendant ce temps-là, les assassins nous fichaient la paix. Mais il n'y a pas de danger. Hein. Vous avez vu ce maniaque? Oh, oui. Depuis lundi dernier, 1 crime par jour, c'est affolant. Cher monsieur Vivier, que savez-vous exactement sur cette série de crimes? Eh bien, l'assassin est sûrement un maniaque. Il prévient chaque victime par un petit billet et, chose curieuse, nous ne trouvons ce billet qu'après le crime, près du cadavre. Tiens, Jamais ces pauvres gens ne sont venus nous demander protection. oui, c'est curieux en effet. Et comment sont-ils tués? Tous de la même façon. La gorge transpercée par une canne épée. Tous les billets sont d'ailleurs signés « L'homme à la canne épée ». L'homme à la canne épée. Cette conversation se tenait au restaurant Périgourdin de l'exposition. Au même instant, dans le quartier de la Bastille, un homme mystérieux pénétrait dans le salon d'un autre homme mystérieux. Bonsoir. Bonsoir. Voici les 3000 francs que je vous dois pour l'exécution d'hier. Merci. Compliment. C'est du beau travail. J'ai plongé mon épée dans la nuque de la jeune fille avec la rapidité et la précision du matador qui frappe le taureau entre les 2 yeux. Ah, c'était formidable. Demain dimanche, c'est la fin de la série. La victime sera un certain Chemery, artiste peintre, qui habite un petit pavillon 8 bis Cité des Fleurs. C'est un type qui se lève de bonne heure et se couche comme les poules. À 9h, il dort à point fermé. Il prend toujours un somnifère. Donc demain, dimanche, à 9h30 du soir, vous entrez dans le pavillon avec cette clé que je lui ai volée. Vous montez l'escalier. La chambre, c'est la première à droite. Pendant qu'il dort, vous lui faites subir le sort des 6 précédents.
Puis vous repartez comme vous êtes venu. Chemry, 8 bis, Cité des Fleurs. Demain soir à 9h30, ce sera fait. Le lendemain, à 4 heures de l'après-midi, Monsieur Chemry, artiste peintre, se présentait affolé au commissaire de police de son quartier. Ah, c'est épouvantable, monsieur le commissaire, c'est épouvantable. Regardez le billet que je viens de trouver sous ma porte. Ce soir à minuit, où que tu sois, tu auras cessé de vivre. Signé l'homme à la canne épée. Oh, c'est peut-être une blague. Une blague? Après les 6 crimes de cette semaine? Vous êtes mal avec quelqu'un? Vous connaissez un ennemi? Oh, mais non, je suis bien avec tout le monde. Alors? Mais quand même, ce billet... Évidemment. Évidemment. Dites-moi, pensez-vous avoir un point commun quelconque avec les précédentes victimes? Ça m'étonnerait, j'ai lu leur nom dans les journaux. Je ne connaissais aucune des victimes. Il me semble tout de même sage de prendre cette menace au sérieux. Ah, n'est-ce pas? C'est bien mon avis. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour me protéger? La nuit tombée, vous ne serez nulle part plus en sécurité que chez vous. Où habitez-vous? Un petit pavillon 8 bis Cité des Fleurs. Il n'y a qu'une seule entrée? Oui, par le jardin. Bon. Éventuellement, l'assassin pourrait-il pénétrer par les toits? Ah, oui, peut-être. J'ai un balcon. Bon. Eh bien, demain, à partir de 11h du soir, nous cacherons 2 agents dans le jardin, 2 sur les toits, et un inspecteur se tiendra auprès de vous, dans votre chambre, revolver au poing. Oh oui, oui, c'est ça. Ah, je vous remercie, monsieur le commissaire. Et puis, moi, j'aurai mon fusil de chasse. Au moins, vous nous aurez prévenus. C'est peut-être grâce à cela que nous allons mettre la main sur ce fou. Le lendemain dimanche, à 9h30 du soir, le tueur pénétrait dans le pavillon grâce à la clé que lui avait donnée l'homme qui le payait. Une fois dans le corridor, il monta doucement l'escalier. Soudain, il vit se dresser une ombre sur le palier du premier étage. L'ombre épaula un fusil. Mort, tout ce qu'il y a de plus mort. Imbécile. Au moins tu ne parleras pas. Allô? Donnez-moi le commissariat de police. Bonsoir, monsieur Chemry. Bonsoir, monsieur le commissaire. Monsieur Vivier, chef du cabinet de monsieur le préfet de police, qui a tenu à m'accompagner, ainsi qu'un de ses amis de passage en France. Messieurs, Bonsoir, bonsoir. entrez, je vous en prie. Nous nous préparions à venir à 11h, comme promis, quand nous avons reçu votre coup de téléphone. Que s'est-il passé exactement? Oh, une chose bien simple. L'homme à la canne épée a devancé l'heure qu'il avait indiquée sur le billet. Mais il était 9h30. J'étais dans ma chambre à lire en vous attendant. Tout à coup, j'entends qu'on essaie d'ouvrir la porte d'en bas. Pris d'un pressentiment, je saisis mon fusil et je me cache sur le palier. La porte s'ouvre et un homme entre, armé d'une canne. Il commence à monter l'escalier. Alors sans hésiter, je me dresse et je lui tire 2 balles dans la tête. Tué net. Son cadavre est là, regardez. Aucun doute, vous étiez en état de légitime défense. Et sa canne était bien une canne épée. Oui, oui. Voilà, messieurs, l'arme qui a assassiné 6 personnes. Il s'en est fallu de peu que je ne sois la 7e. Toutes nos félicitations, monsieur Chemry. Grâce à votre sang-froid et à votre rapidité de décision, vous venez de débarrasser la société d'un fou dangereux. Commissaire, je compte sur vous pour faire transporter ce cadavre à la morgue et faire signer à monsieur Chemry tous les procès-verbaux nécessaires. Entendu, monsieur le directeur. Bonsoir, monsieur Chemry, et encore bravo. Maintenant, il faudra essayer de dormir pour vous remettre de vos émotions. Vous venez, monsieur Carter? Mais certainement. Bonsoir, messieurs. Dans le salon de l'appartement qu'ils occupaient au Grand Hôtel Place de l'Opéra, Nick et Ida examinaient la situation. Non. Non, pour moi, ce n'est pas une affaire classée. Enfin, l'homme à la canne épée commet un crime chaque jour de la semaine. Finalement, il est tué par celui qui allait être sa 7e victime. Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Il y a une chose qui me chiffonne. Mais quoi donc? C'est que cette 7e victime soit la seule
à avoir prévenu la police. Pourquoi les autres ne l'ont-ils pas fait? Ah bah oui, c'est vrai, ça. Pourquoi? Il y aurait une réponse logique. Laquelle? C'est qu'elles n'ont pas été prévenues du tout. Mais enfin, les billets trouvés près des cadavres. Il est possible que ce soit le tueur qui les ait déposés là, une fois ces crimes commis. Mais enfin, pourquoi aurait-il prévenu le 7e et pas les autres? C'est ce que je me demande. Il me reste également une chose importante à découvrir. C'est? Le point commun qui existe entre les victimes. Madame Beauchamp, s'il vous plaît. C'est moi, monsieur? Police. Ah, encore. Entrez. Que cherchez-vous, madame? Ma chaise. J'ai dû la déplacer pour aller ouvrir. Ah, la voilà. Excusez-moi, je suis aveugle. Que désirez-vous, monsieur? C'est au sujet du décès tragique de votre fille. Oui. Oh, je m'en doute bien. Quand les inspecteurs sont venus, monsieur, je leur ai tout dit. C'était mardi dernier. Elle venait d'avoir ses 25 ans. Si gaie, si bonne. Elle s'occupait de moi avec tant de patience. Enfin bref. Il était 7 heures du soir, l'heure à laquelle elle rentrait de son travail. Elle était vendeuse au Gang Petit, avenue de l'Opéra. J'entends sa clé dans la serrure, et puis soudain, un cri. Et tout de suite, comme si son corps s'effondrait le long de la porte. J'arrive aussi vite que je peux. J'ouvre. Ma pauvre petite était morte, monsieur. On venait de la frapper d'un coup d'épée dans la nuque, pendant qu'elle mettait sa clé dans la serrure. Le temps qu'on vienne, l'assassin avait disparu. Vous êtes veuve, madame? Non, monsieur, je n'ai jamais été mariée. Et le père de votre fille? Le père m'a quitté quelques jours après la naissance de la petite. Oh, faut pas lui en vouloir. Il n'était pas fait pour être un mari. C'était un artiste. Quel genre d'artiste? Musicien. Beau comme un pâtre grec. Et quel talent! Un très grand compositeur et un pianiste remarquable. Comment s'appelait-il? Lucien Moret. Mais je ne crois pas que ce fût son vrai nom. Comment ça? J'ai toujours eu l'impression qu'il me cachait sa vraie personnalité. C'était un original qui ne faisait rien comme tout le monde. Il venait me voir ici, dans ce petit logement où je faisais des travaux de couture. Nous y avons passé des heures merveilleuses. Puis le dimanche, on allait faire du canotage. Et dans les guinguettes, quand il y avait un piano, il me jouait ses compositions. On s'adorait. Il me disait toujours qu'il voulait 7 enfants. Seulement après le premier, il est parti. Le prénom de votre fille était Mireille, je crois. Oui. C'est Lucien qui avait voulu l'appeler comme ça, en l'honneur de Gounod, qui avait été son maître. La seconde visite de Nick fut pour une Madame Collonges, qui dirigeait une grande maison de couture rue de la Paix. Asseyez-vous, monsieur. Ainsi, vous venez me voir au sujet de mon pauvre fils. Oui, madame. Je n'arrive pas à me remettre de ce coup terrible. Rémi était un être si adorable, intelligent, travailleur. Il venait d'être nommé directeur des tirs chez Gastine Rennert. Dans quelles circonstances est-il mort exactement? C'était lundi dernier. Il rentrait du bal Mabille, il pouvait être minuit. Il s'arrête devant notre porte, il sonne et tout à coup un homme sort de l'ombre, lui enfonce dans la nuque la lame d'une épée qui lui troue la gorge et s'enfuit. Le concierge, entendant un cri, se lève inquiet. Il trouve mon fils baignant dans une mare de sang. Le temps de transporter mon pauvre petit jusqu'à sa chambre. Il était mort. Vous savez certainement que l'assassin a été abattu de 2 coups de fusil. Oui. Oui, je l'ai lu ce matin dans l'Écho de Paris.
On n'a pas encore pu l'identifier. Aussi a-t-on demandé à tous les journaux de donner son signalement. Pensez-vous que votre fils le connaissait? Rémi avait 26 ans. Il ne présentait pas toutes les personnes qu'il fréquentait. Oui, bien sûr. Pourrais-je également interroger son père? Oh, monsieur. Son père m'a quitté voici bientôt 26 ans. Il est mort? Non, enfin, du moins je ne le pense pas. Vous avez divorcé? Non, nous n'avons jamais été mariés. À cette époque, j'étais cousette chez Paquin. Nous étions connus un dimanche après-midi au concert Pas de Louge. J'adorais la grande musique, lui aussi. Il composait et jouait du piano à la perfection. Assis l'un à côté de l'autre, nous étions à la fin du concert, si enthousiasmés par la musique de l'Arlésienne que venait d'écrire le jeune Bizet, que nous nous sommes presque embrassés. Enfin, nous avons continué à aller au concert ensemble. Et puis, il est venu chez moi. 1 an plus tard naissait notre petit Rémi. Un prénom que je n'aimais guère, mais Georges y tenait tellement. Il s'appelait Georges? Oui, Georges Magnan. C'était son vrai nom? Ah, votre question me surprend. Vous en doutez? Oui. Nick Carter prit congé de Madame Collonges et alla rendre visite à la 3e femme de sa liste, la mère d'une certaine Simone Privat, qui avait été assassinée le samedi précédent. Puis, il rentra au Grand Hôtel pour faire le point. Alors, Nick, tu es satisfait de tes visites? Oui. Pour terminer, je viens de voir une Madame Privat, caissière au bain de la Samaritaine. À quelques nuances près, elle m'a dit les mêmes choses que les 2 autres. Ah oui? De ces 3 enquêtes, il résulte que les 3 enfants ont de multiples points communs. Lesquels? Premièrement, le père était un célibataire endurci, Oui. ce qui ne l'empêchait pas de vouloir cet enfant. Deuxièmement, chaque fois, il a quitté la mère après la naissance. Troisièmement, il choisissait lui-même le nom de l'enfant. Quatrièmement, il était compositeur de musique et pianiste. Oui. Cinquièmement, il cachait son nom véritable. Et sixièmement, il avait une certaine fortune et subvenait aux besoins des enfants. Oh, attention, Nick. Tout ça, ce ne sont que des suppositions. Tu n'as aucune preuve que ces 7 victimes ont le même père. Oh si, Ida. Si, cette preuve, je l'ai. Depuis longtemps? Depuis 5 secondes. Oh, mais comment l'as-tu trouvé? Tout en parlant, j'ai examiné de plus près la liste des victimes. Tiens, lis toi-même. Dominique Chémery, Rémi Collonges, Mireille Beauchamp, Fabienne Réalmont, Solange Camarès, Lajar Fangeux et Simone Fourquet. Bah oui, alors. Alors, je me mets à ce joli piano de bois de rose que la direction du Grand Hôtel a eu l'heureuse idée d'installer dans ce boudoir. Je joue. Et je gagne. Je comprends pas. Voyons, chérie, c'est pourtant simple. Relis-moi chacun de ces prénoms en appuyant sur la première syllabe. Dominique, Rémi, Mireille, Fabienne, Solange, Lazare, Simone. Formidable! Oh, Nick, tu as du génie! Non, un grand nez. Alors, ce musicien farfelu avait voulu se fabriquer une gamme d'enfants. Une gamme vivante! Oui. Une gamme de gosses charriant dans leurs veines le génie musical de leur papa et formant de par le monde ce groupe de 7 notes avec lequel il a écrit d'impérissables chefs-d'œuvre. Ah, écoute, on aura tout vu. Mais dis donc, Nick, qui pouvait avoir intérêt à tuer les 7 enfants? Ah, sur ce point, le problème reste entier. Oh, Nick, attends, j'ai trouvé. Dis vite. Le musicien farfelu est devenu complètement fou. Il en a eu assez de sa gamme et il l'a tué. Non, impossible. L'assassin n'avait pas plus de 35 ans. Rémi Collonges en avait 26. Il n'a pas pu être conçu par un père de 9 ans. Ah oui, ça, évidemment. Alors? Alors, il nous reste un point capital à considérer. Le père avait de la fortune. Qui sait si l'assassin n'était pas un neveu ou un cousin direct, susceptible d'hériter du tout après la mort de cet enfant. Ah, faut drôlement aimer l'argent pour trucider cette personne. Bon, puis c'est du travail délicat, faut savoir le faire, écoute. Il était peut-être professeur d'escrime. C'est vrai. En tout cas, c'était un malin. Parce que commettre un meurtre chaque jour de la semaine, ça ne pouvait donner à la police que des idées fausses. Enfin, par bonheur, il y a un survivant. Dominique Chémery. Dominique Do.
Do étant la première note de la gamme, c'est sûrement lui l'aîné. Bon, je vais le voir tout de suite. Ne bouge pas d'ici au cas où j'aurai besoin de toi. Hein. Entendu. Allô, j'écoute? Mademoiselle Johnson? Oui, qui est à l'appareil? Jacques Vivier. Oh, bonjour, monsieur Vivier. Vous voulez parler à Nick? Oui, s'il vous plaît. Ne quittez pas, je vous le passe. Tiens, faites-toi. Merci. Bonjour, cher monsieur Vivier, comment allez-vous? Moi, toujours surmené. Et vous? Moi, oh, en pleine forme. Avez-vous pu découvrir l'identité de l'assassin? Oui, mon cher. Ah, bravo. C'était un professeur d'escrime. Sans blague. Bah, pourquoi riez-vous? Mais parce que justement, avec Idan, nous le supposions. C'était un célibataire vivant seul dans un petit appartement du quartier de la Bastille. Il était fou? Ah, pas du tout. Il ne serait pas cousin de Dominique Chemery, par hasard? Ah, j'avoue que c'est une question que nous ne nous sommes pas encore posée. Pourquoi me demandez-vous ça? Pour rien, mon cher, pour rien. Excusez-moi, je me sauve. J'espère vous donner bientôt de mes nouvelles. Des nouvelles extrêmement intéressantes. Ah, ça, vous persistez à vouloir découvrir dans cette affaire autre chose qu'une histoire de fou. Qui sait? Bye bye. L'oncle Nick se rendit chez Dominique Chemery. Monsieur? Je suis l'inspecteur Carter. Je suis venu hier soir avec monsieur Vivier, le commissaire de police. Ah oui, oui, je vous reconnais. Mais entrez donc dans mon atelier. Merci. Êtes-vous un peu remis de vos émotions? Je commence. Mais vous savez, une aventure comme celle d'hier soir, c'est un sale coup. Ça marque un homme. Oui, je vous comprends, je me mets à votre place. Monsieur Chemery, je voudrais vous poser une petite question. Et je vous écoute. Avez-vous eu le temps d'examiner le visage de ce tueur que vous avez abattu hier? Ah, en détail, non. 2 balles dans la tête, ça n'était pas beau à voir. Oui, mais enfin, l'avez-vous reconnu? Le connaissiez-vous? Non. Comment cette idée a-t-elle pu seulement vous effleurer? Parce que je cherche pourquoi il voulait vous tuer, vous aussi. Supposer que vous le connaissiez ne me semble pas illogique. On peut être tué par un ami devenu un ennemi, un concurrent haineux, le mari d'une maîtresse. Je vous répète que je ne le connaissais pas. Mais vous pourriez ne pas l'avoir reconnu. On sait maintenant qu'il était professeur d'escrime. Ah oui! Ça explique la canne épée. En tout cas, j'ai horreur du sport et je n'ai jamais fréquenté de professeur d'escrime. Très bien, très bien. C'est très joli ces fleurs que vous êtes en train de peindre. Vous avez beaucoup de talent. Je vous remercie. Ah, vous avez probablement de qui tenir. Vos parents étaient artistes? Ah non, ma pauvre maman était ouvrière modiste. Elle aimait les chiffons. Mais qu'elle ait jamais compris quelque chose à la création, à l'art. Non, ça je ne le crois pas. Votre père, peut-être? Il tapotait un peu de piano, paraît-il. Je ne l'ai jamais connu. Il a plaqué ma mère aussitôt après ma naissance, et depuis, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Ah, votre mère a dû avoir beaucoup de mal à vous élever. Ah, une femme seule. Ah, ça n'a pas été rigolo tous les jours. Enfin, heureusement que je me suis débrouillé. Vous vendez beaucoup? Je n'ai pas à me plaindre. Allô? Allô? C'est toi, Dominique? Mais oui, qu'est-ce qu'il y a? Arrive tout de suite. Ton papa est au plus mal. Ne crie pas si fort, je ne suis pas sourd. Il veut te voir avant de mourir. Viens vite parce que... Mais j'y vais! Excusez-moi, Je vous en prie. J'étais en train de regarder vos œuvres. Décidément, ce que vous faites m'intéresse beaucoup. Maintenant, monsieur Chemery, je vais vous demander la permission de me retirer. Je vous reconduis. Merci. Maintenant que ce fou assassin est mort, je me demande ce que vous avez encore besoin de savoir. Pourquoi il tuait? Mais parce qu'il était fou, pardi. Ben non, figurez-vous. Au dire des gens qu'il connaissait bien, il n'était pas fou du tout. Ah. Et quand vous saurez la raison, qu'est-ce que ça vous donnera de plus? La satisfaction du devoir accompli. Alors, bonne chance, monsieur l'inspecteur. Merci beaucoup.
Il paya son cocher et se mit à suivre la femme, qu'il aborda dans la rue Legendre. Bonsoir, madame. Monsieur? Police. Police? Voici ma carte d'inspecteur. Oh, oui, oui, je vois. J'ai à vous parler. Mais monsieur, j'ai rien fait. Il ne s'agit pas de vous. J'ai simplement quelques renseignements à vous demander. Entrons dans ce café. Mais monsieur, moi, j'entre pas dans les cafés, et encore moins avec un monsieur que je connais pas. Préférez-vous que je vous emmène au poste? Non! Oh non, monsieur! Alors rentrons. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, mon Dieu! Tenez, sur cette banquette là-bas, nous sommes très bien. Qu'est-ce que vous voulez boire? Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui m'arrive? Alors, est-ce que j'ai l'air d'un ogre? Vous êtes un policier. Bah, vous avez quelque chose à vous reprocher? Non! Alors, si vous ne me cachez rien, vous n'avez pas de raison d'avoir peur. Alors, qu'est-ce que vous voulez boire? Ben, une grenadine. Ah, garçon, une grenadine et demie. Bien, monsieur. Dites-moi, madame... Enfin, ou mademoiselle. Mademoiselle, Ah. j'y ai encore droit. Mademoiselle comment? Maria. Vous êtes bien cuisinière dans l'hôtel particulier du 8 bis, place Malesherbes? Oui. Ah, qui habite cette maison? Monsieur. Ah oui, mais monsieur qui? Xavier de Courtezon. Quel âge a-t-il? 52 ans. Marié? Lui? Oh, grand Dieu, non. C'est un célibataire à tout craint. Il aime bien trop sa liberté. Il est musicien, n'est-ce pas? Ben, comment le savez-vous? Ah, la police, c'est tout. Je peux même préciser qu'il compose et qu'il est pianiste. C'est vrai. Courtezon. On ne connaît pas ses œuvres en Amérique. Et en France? Oh, monsieur, ça lui est bien égal qu'on connaisse ses œuvres ou pas. Il fait de la musique uniquement pour son plaisir et celui de ses amis. Ça vous étonne? Ben oui. Oh, c'est que monsieur a jamais rien fait comme tout le monde. C'est comme on dit, un original. Il y a même des fois, je me demande s'il est tout à fait normal. Il lui vient des idées que personne n'a jamais. Oui, mais s'il ne s'occupe pas de faire jouer ses œuvres, comment vit-il? Oh, il a une très grosse fortune qui lui vient de ses parents. Il y a longtemps que vous êtes à son service? Mais je l'ai vu naître. En ce temps-là, j'étais déjà chez monsieur et madame. Je l'ai pour ainsi dire élevé. Oh, ça me fait quelque chose, vous savez, de le voir dans l'état où il est. Comment, monsieur de Courtezon est malade? Oh, monsieur, c'est épouvantable. Le médecin se demande s'il passera la nuit. Le cœur. J'ai téléphoné tout de suite à son fils de venir. Son fils, c'est Dominique Chemery. Vous le connaissez? Oui. Il est arrivé en fiacre tout à l'heure. Il a parlé avec le médecin et ils m'ont demandé d'aller 24 rue de Tocqueville pour qu'ils envoient une infirmière de nuit. Ah, ben vous tombez bien. La patronne est une amie à moi. Vous savez, nous, la police, on a souvent affaire à elle à cause des blessés. Eh ben, j'en profiterai pour faire votre commission. Elle vous enverra sa meilleure infirmière. À quelle heure faut-il qu'elle soit là? 9 heures. Elle y sera, et vous pourrez lui faire confiance. Ah bon, tant mieux. Je vous remercie. Vous m'évitez de monter 4 étages. De rien, de rien. Dites-moi donc, Maria, si monsieur de Courtezon ne s'est jamais marié, Dominique est donc un fils naturel? Ah ben oui, naturellement. Quand il était jeune, monsieur courait les petites ouvrières. Ouais. Il aimait mieux ça que les femmes du monde. C'est comme ça qu'est né Dominique. Ouais. C'est le seul enfant qu'il ait eu. Ah, ça, je sais pas. S'il en a eu d'autres, il m'en a jamais parlé. Dominique, lui, c'est pas pareil. Ça a été le premier. Il vous l'a dit? Ben, un jour, monsieur est venu m'annoncer, transporté de joie, « Maria, j'ai un fils, mon premier enfant !» Malheureusement, la mère est morte en couche. Alors, il s'en est occupé, fallait voir. Il l'a mis chez une très bonne nourrice, puis après dans les meilleures pensions. Maintenant, il a 27 ans, il fait de la peinture. Monsieur l'adore, parce qu'il se retrouve en lui. Intelligent, artiste. Ouais. Il bavarde des heures entières. Bref, il n'a rien de caché pour lui. Dominique, c'est comme son ombre. Bien sûr. Il connaît la fortune de son père? Bien sûr. Et son testament? Oh oui, sûrement. Mais pourquoi vous me demandez tout ça? Parce que quelqu'un veut du mal à Dominique. Et nous, la police, nous veillons sur lui. Vous comprenez? Mon Dieu. Non, mais surtout, il ne faut rien dire, hein. Surtout à lui. Ça l'inquiéterait. Et à vous, il pourrait vous arriver les choses les plus graves. Ça vous mènerait tout droit en prison. Non, soyez tranquille. Oh, ça, je vous jure que je dirai rien. À personne? À personne. Parfait. Allez, rentrez tranquillement, je m'occupe de l'infirmière. Au revoir, Maria. Au revoir, monsieur. Garçon,
Où est le téléphone? La porte à droite, monsieur. Merci. Allô, mademoiselle, je voudrais le 212-77, le Grand Hôtel. Oui. Allô? Allô, le Grand Hôtel? Je voudrais l'appartement 21. Allô, c'est toi, Ida? Non, rassure-toi, tout va bien. Tu vas courir tout de suite dans un grand magasin. Oui, dépêche-toi avant que ça ne ferme. Hein. Tu t'achèteras une tenue d'infirmière. Oui, je t'ai... Non, mais on a besoin de toi cette nuit, je t'expliquerai. Après, tu viendras me retrouver dans le petit café où je suis en ce moment. 14 rue Legendre. Ça s'appelle Les Oiseaux. Allez vite, hein, je t'attends. Le lendemain matin à 9h, Ida rentra au Grand Hôtel. Quelle nuit! Tu n'es pas trop fatigué? Oh, bah comme quelqu'un qui n'a pas fermé l'œil, mais qui a fait du bon travail. Parfait, raconte vite. Je suis arrivée hier soir pour prendre ma garde de nuit. J'ai dit que je venais de la rue de Tocqueville, alors là, pas de problème, tout s'est bien passé. Le fils et le médecin ont vu que je savais faire les piqûres, ils sont partis. La vieille Maria est allée se coucher, et je suis restée seule avec le moribond. Mais là, alors, impossible de lui tirer un mot, comme un total. Oh, j'ai donc disposé de toute la nuit pour visiter les meubles. Et vers 3h du matin, j'ai trouvé le testament. Ah. J'en ai pris la copie, tiens, voilà. Je sous-signé Xavier de Courteson, décide qu'après ma mort, tous mes biens meubles et immeubles seront répartis en parts égales entre mes 7 enfants, dont voici les noms et adresses. Dominique Chémery, 8 bis, Cité des Fleurs, Rémi Collonge, oui, bon, etc. Je leur ai juré ça. Ces noms sont ceux des 7 victimes. Oui, continue. Si par malheur, au moment du décès, il y a des morts parmi mes 7 enfants, mes biens seront à partager entre les survivants. Fait à Paris le 8 mai 1899. Eh oui. Mais enfin, Nick, pourquoi ce tueur voulait-il les supprimer tous? Bon, je fais bien une ou deux suppositions, mais une bonne petite preuve serait la bienvenue. Monsieur de Courteson mourut vers 11h du matin. Nick n'hésita pas. Avec une fausse clé, il pénétra dans le pavillon de Dominique, parti au chevet de son père, et caché dans une armoire, il attendit les événements. L'après-midi, le peintre fut absent et le téléphone sonna régulièrement toutes les demi-heures. Enfin, vers 6h, Chémery rentra. Une fois de plus, le téléphone sonna. Le peintre décrocha. Allô, j'écoute. Je voudrais parler à monsieur Chémery. Mais qui êtes-vous, madame? Je vous téléphone au sujet du meurtre de dimanche soir. Quoi? Au sujet de l'homme que j'ai tué dimanche soir? Mais madame, j'étais en état de légitime défense. Je regrette, j'ai à vous parler à ce sujet. Non mais de quoi vous mêlez-vous? J'ai l'impression que dans votre intérêt, il vaudrait mieux que vous m'écoutiez. Ah non. Non, vous avez raison, il faut que je vous voie. Oui, j'ai l'impression, oui. Bon, il faut que nous parlions. Où puis-je vous rencontrer? Je vais vous donner mon adresse. Ouais, attendez, je prends note. Alors, ce soir à minuit à l'exposition. Ce soir à minuit à l'exposition, sur le pont de bois qui relie le pavillon des provinces au palais de l'industrie. C'est ça. Bien. C'est une tente bleue avec des étoiles. Chez Madame Léa, cartomancienne. Ah bon, c'est une tente en toile bleue nuit avec des étoiles d'argent. Bon, je la reconnais très facilement. C'est vous, Madame Léa? Ça ne vous regarde pas. Bon. À minuit, j'y serai. Nick put sortir de sa cachette et gagner la rue sans être vu du peintre. Et le soir, un peu avant minuit, il arriva sur le pont de bois de l'exposition sur lequel passait le railway à intervalles réguliers dans un roulement d'enfer. De légères tentes en toile s'alignaient sur le pont le long de la rambarde. Nick nota celle de la cartomancienne. À minuit, Dominique apparut et, visiblement soucieux, il pénétra chez Madame Léa. La tente était divisée en une première pièce où l'on attendait et une seconde où avaient lieu les consultations. D'un coup d'œil furtif, Nick vit que Dominique était déjà dans la seconde. Il entra et, dissimulé derrière une crotonne, il écouta. Ravi de vous voir, monsieur Chémery. Qu'avez-vous à me dire? Asseyez-vous et écoutez-moi. Je sais tout. Tout quoi? Votre père est mort ce matin à 11h. Vous demeurez le seul héritier de sa fortune. Part à 2, ou je vous dénonce à la police. Quoi? Je dis à la police que c'est vous qui avez fait assassiner vos 6 demi-frères et sœurs. Mais qu'est-ce que vous racontez? Je comprends rien. Vous êtes folle. Tout ce qu'il y a de lucide. Et même extra-lucide. C'est mon métier.
Prenez garde, je suis dangereuse. Part à deux, oui ou non? On peut avoir quelques explications? Évidemment, je suis direct, et le coup que je viens de t'asséner sur le crâne t'étourdit un peu, mon petit. Mais va falloir t'y faire. Je sais tout, Dominique, tu entends? Tout. 2 mots de moi, et c'est la guillotine. Ça vaut bien la moitié d'une fortune, non? Qui êtes-vous? La maîtresse de René. Le tueur que tu as payé. Je l'aimais, tu l'as tué. À mon tour de te faire casquer. Mais comment avez-vous su? Oh, c'est très simple. J'étais dans la pièce voisine le jour où tu as conclu ton marché avec René chez lui. Le jour où tu lui as dit que tu voulais supprimer 7 personnes pour hériter tout seul. Ton papa t'ayant montré son testament. J'ai repéré ta tête dans l'entrebâillement d'une porte. Malheureusement, j'ai compris trop tard ton petit jeu et j'ai pas pu crier casse-cou à René. Tu t'es présenté à lui sous un faux nom. Et pour le dernier meurtre, celui de dimanche, tu lui as donné ton propre nom et ta propre adresse. Et tu l'as abattu pour qu'il ne parle pas. Quant aux flics, t'as été leur jouer une jolie petite comédie pour mieux les posséder, hein? Continue. Seulement moi, quand j'ai su que René avait été descendu citer des fleurs, je suis allé faire un tour par là. Et j'ai découvert que c'était toi qui habitais là. Alors j'ai juré de me venger. Je t'ai suivi. J'ai su que le courteson c'était ton père et qu'il était en train de claquer. Alors maintenant qu'il est mort, je te dis part à deux, ou c'est la veuve. Saleté! Ah, n'approche pas! Je vais t'étrangler! N'approche pas! Salope! Au secours! On les mains où je tire! Tiens, tu étais là, toi? Oui, oh. Attention! Attention, vous déchirez la toile! Attention, derrière, il y a le vide! Faites par-dessus moi, salaud! Au secours! On les mains! Oui, Nick Carter! Cet homme l'a basculé dans le vide! Il s'est écrasé sur le railway qui l'emporte à 100 à l'heure! Bon Dieu! Rousseau, Morel, courez vite à la station! Mais vite! Quant à vous deux, suivez-moi! Dominique Chemery fut guillotiné. Moins pour avoir payé l'assassinat de 6 personnes que pour avoir tué avec préméditation René le tueur. Quant à mon oncle, Nick Carter, il fit un séjour de 2 mois à l'hôpital Beaujon, les 2 bras et les 2 jambes dans le plâtre. Et dire que par prudence, M. Vivier avait chargé 2 inspecteurs de veiller sur lui jour et nuit. Mais qu'importe, Nick était content, il avait joué et gagné. Seulement depuis ce temps-là, il n'est jamais remonté dans un railway, bien que ce fût une invention américaine.